à l'entrée de cette université, vous trouvez une plaque. La voie du dialogue, c'est aussi la voie de la démocratie. Mais pas pour partager les postes, parce que nous avions dit, ça ne nous intéresse pas. Parce que notre génération, il y a même des jeunes qui se proposent à la corruption. Ici, on se retrouve à l'université Mapon. Alors, ma première question, parmi vos réalisations à Kindu, votre ville natale, il y a cette université Mapon qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, vous le savez, hein, il y a trop de polémiques là-dessus. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que l'argent qui a financé sa construction vient du détournement de fonds de Bukanga Lonzo? D'abord, c'est une honte. Moi, je pense que si moi j'étais de la presse, je n'aurais même plus posé cette question parce que c'est une honte. Une honte pourquoi? Parce que quand vous arrivez à l'entrée de cette université, vous trouvez une plaque qui reprend les noms de tous les donateurs. Ça, c'est de un. Et ce sont des donateurs connus. Des entreprises minières, des entreprises commerciales, des entreprises bancaires et aussi des individus. Deux, il y a un audit qui a été réalisé par une entreprise d'audit internationale sérieuse, PricewaterhouseCoopers, qui certifie l'origine et l'utilisation de chaque dollar. Les rapports d'audit existent. PricewaterhouseCoopers existe. Troisième élément, il y a l'entreprise qui a construit cette université. Ça n'a pas été construit par la fondation. La fondation a passé un contrat avec une entreprise. Aucun dollar de la construction de cette université n'est passé par la fondation. Et tous les dollars sont passés par l'entreprise qui a construit l'université. Et cette entreprise a été contactée par les services spécialisés, vous le savez. Et l'entreprise a donné les preuves d'entrée et de sortie de tous les dollars. Alors moi, je pense que c'est une honte. Moi, je vous conseillerais de parler avec vos amis, collègues de la presse, de ne plus revenir sur ce type de questions parce que ça fait la honte. Pourquoi? Parce que ceux qui détournent de l'argent, on ne leur pose pas la question. On dit que vous avez semé le maïs pour récolter une université. Mais le problème, c'est que nous, au moins, nous avons été à Bukanga Lonzo, la semence a été faite, les Quinois ont mangé les foufous produits par le maïs de Bukanga Lonzo. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas semé, mais qui ont récolté des villas, des appartements, des avions, des compagnies. Et il y en a même qui ont des milliards de dollars. Mais ils n'ont pas planté. Ils ont seulement récolté. Je souhaiterais que vous alliez poser des questions à ceux qui ont récolté sans avoir planté, parce qu'ils ont fait de la magie. Bien, j'aimerais aussi revenir à ma deuxième question. Hein. Et la dernière, je rappelle. J'aimerais quand même revenir à votre gestion en tant que Premier ministre. Quel a été votre secret pour la stabilité du cadrage macroéconomique à l'époque? Madame, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. La stabilité du taux d'échange, la stabilité des prix d'intérieur a un processus. La gestion des finances publiques. Si les finances publiques sont bien gérées, le cadre macroéconomique va être stable. Le taux d'échange va être stable. Les prix intérieurs vont être stables. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Une gestion rigoureuse des finances publiques. En effet, les taux d'échange, les prix intérieurs, constituent des indicateurs clés de ce qu'on appelle les politiques conjoncturelles, les politiques macroéconomiques, comprenez. C'est-à-dire, vous avez d'une part la politique budgétaire et vous avez de l'autre la politique monétaire. Les deux compartiments de la politique macroéconomique permettent d'équilibrer l'ensemble des moyens de paiement par rapport au volume de biens et services qui circulent dans l'économie. Lorsqu'il y a l'équilibre entre les moyens de paiement et les biens et services qui circulent, l'équilibre se manifeste aussi au niveau du taux d'échange et au niveau des prix intérieurs. Et il y a ce qu'on appelle la vraie stabilité. C'est ce que nous avons réalisé quand nous étions
au ministère des Finances et à la primature. Et il y a la fausse stabilité. Quelle est la vraie stabilité? La vraie stabilité, c'est celle qui assure le paiement régulier des salaires. C'est ce qui assure la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Et c'est ce qui assure l'investissement dans les infrastructures. Vous avez vu Congo Railways, vous avez vu les bâtiments intelligents, vous avez vu les routes qui ont été faites. Ça, c'est la vraie stabilité. La fausse stabilité, c'est celle qu'il y a après moi. Une stabilité avec des retards de paiement des salaires. Une stabilité sans infrastructure. Une stabilité avec des saletés dans la ville. Mais écoutez, ça c'est la stabilité de la malédiction du sous-développement. Voilà. Alors, merci beaucoup, Excellence Matata Pogno Mapon. En attendant de prendre l'autre confrère, ici en passant dans la ville, on vous appelle Wakumbingu. Vous ne passez jamais inaperçu. Wakumbingu, Wakumbingu, Wakumbingu. Ça signifie quoi ça exactement? Bon, Wakumbingu, pour ceux qui connaissent les Swahili, littéralement, ça veut dire un homme providentiel. Un homme providentiel. Si on veut un peu caricaturer, on veut dire un homme céleste, un homme qui vit au ciel. Voilà. Donc, mais là, du point de vue sémantique, c'est un homme providentiel. Voilà. Prince Epengue, porte-parole de la Mouka et président de ADD Congo. Prince Epengue, qu'on ne présente plus, bonsoir. Bienvenue dans Takotak. Bonsoir, comment madame. vous allez? Bon retour au pays. Merci. Je sais que vous avez fait vraiment un long voyage. Hein? Oui, en effet. Avec vous, nous allons quand même passer en revue l'actualité de l'heure. Vous étiez aux États-Unis, vous avez fait une tournée, vous venez là d'expliquer tout ça. Le discours de Félix Tshisekedi à New York, vous avez suivi son discours. Il a une fois de plus condamné l'agression rwandaise. Il a été aussi à Hongrie, vous avez suivi là où il a rejeté le dialogue, hein, votre dialogue. Il a dit qu'il n'était pas favorable. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque le président de la République a rejeté le dialogue proposé par Martin Fayulu pour une cohésion nationale? Écoutez, Félix Tshisekedi est un citoyen congolais qui a le droit de donner son point de vue. Et si nous sommes en démocratie, vous savez, il y a un savant qui avait dit je n'aime pas ce que tu dis, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Il a donné son point de vue. Nous respectons son point de vue, mais nous ne le partageons pas. Tenez, madame, que nous avons fait une proposition. Ce n'est pas une imposition. Après avoir fait l'autopsie de la situation sécuritaire actuelle et la situation politique, nous avons fait des constats. Vous avez même réagi depuis les États-Unis pour dire que non, Félix Tshisekedi n'a rien compris. Effectivement, il n'a rien compris parce qu'il n'a pas l'état de comprendre. Félix Tshisekedi n'a pas l'état de comprendre. Tellement qu'il est entre deux avions à chaque fois. Tellement qu'il gère le pays comme l'association Banakin, il n'a pas le temps de méditer sur les propositions qui sont faites à la nation. Et du reste, madame, je précise que cette proposition a été faite à la nation, pas à M. Félix Tshisekedi comme un individu. Mais c'était quoi d'abord l'idée de Martin Fayulu? L'idée de Martin Fayulu, c'est de dire, nous ne voyons pas, dans ces conditions, comment Félix peut gagner la guerre. Nous ne voyons pas, dans un pays où il n'y a pas un document officiel de politique publique en matière de la défense, comment nous pouvons sortir de ces trous noirs? Chaque jour, il y a au moins 7 personnes qui sont tuées dans les 3 provinces ici de l'ancienne province de Kivu, avant que ça soit éclaté par Mobutu en 1988, à savoir Nord Kivu, Sud Kivu et les Maniema. En Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, les gens sont tués chaque jour. Ça fait 2 ans et puis 7 mois que Bunagana est entre les mains de Paul Kagame. Les experts en matière économique et financière disent qu'il y a au moins 10 000 $ en termes de pertes financières au quotidien. Parce que Bunagana était poste frontalier important. Chaque jour, les gens meurent. Ça se perd en vie humaine. Ça comptait que ça ternit l'image du Congo. Quand on dit à quelqu'un à l'étranger, venez investir au Congo, il vous dit que c'est un pays en guerre, je n'y vais pas. Il fallait lui dire, mais qu'est-ce que l'on fait? Il y a une crise économique, il y a une crise sécuritaire, il y a une crise politique, contrairement à ce que Félix a dit.
Et ces deux crises qui sont transversales sont en train de plomber tout le pays. Fayoulou dit, il y a un article de la Constitution qui nous fait obligation de proposer. C'est l'article 63. Qu'est-ce qu'il dit? L'article 63 dit littéralement ceci. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre les pays et son intégrité territoriale face à une agression extérieure. Je répète, article 63, tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre les pays et l'intégrité du territoire face à une agression extérieure. Est-ce que le pays est agressé? La réponse est oui. Est-ce que nous sommes des Congolais? La réponse est oui. Fayoulou s'est dit, l'idée politique des premiers plans, avec toute sa popularité, il dit, moi j'ai une proposition. Et ma proposition, c'est que pour sortir de cette guerre, si nous nous réunissons, nous les enfants du Congo, les représentants en tout cas au plus haut niveau, si nous parlons le même langage, nous allons envoyer un message fort, même aux Américains, aux Français que nous soupçonnons de soutenir Kagame, qu'en tout cas nous pouvons être divisés sur toutes les questions. Mais si la question de la guerre, nous allons parler le même langage. Et ça va envoyer un signal fort, même aux étrangers qui soutiennent Kagame, qui attention, ces gens-là, pour la première fois, pour sauver le territoire, ils se sont mis ensemble. Figurez-vous, madame, si vous étiez à Rutshuru, c'est le territoire qui est occupé, si vous seriez à Bunagana, et que vous entendez qu'à Kinshasa, Fayoulou, Mozito, Katumbi, Epenge, Kabila, Félix Tshisekedi, Katumbi, Salomon Kalonda, je ne sais pas qui encore, Kamita, tous les gens que vous connaissez, Bemba, l'église catholique, l'église DCC, se sont mis autour d'une table pour ne parler que de leur situation. Joseph Kabila, Nanga aussi. Pour ne parler que de leur situation. Ça va leur donner chaud au cœur. Vous savez, je ne souhaite pas que vous soyez otages un jour. Mais demandez ceux qui ont été otages, parce que c'est le cas de nos frères. À Massissi, Lubero, Nirangongo, et Rutshuru, ces gens sont otages de Paul Kagame. Ils sont coupés du Congo. On a condamné Nanga dernièrement, par contumace. Mais pourquoi on ne va pas les chercher là-bas? Parce que c'est presque un autre pays aujourd'hui. Vous avez suivi les M23 dire quoi? Que le Congo démocratique a violé leur espace aérien. C'est-à-dire que là-bas, ils se considèrent comme un autre pays. Imaginez-vous que nos frères qui sont là-bas entendent qu'à Kinshasa là-bas, les gens ne dorment pas pour trouver une solution au fait de les libérer. Et que les acteurs politiques qui s'entendent pas se sont mis ensemble rien que pour les sauver. Ils seront galvanisés. Ils vont se réveiller. Ils vont dire finalement Kinshasa ne nous oublie pas. C'est-à-dire que tous ces politiciens pensent à nous. Et croyez-moi, lisez Scipion, les écrits de Scipion. Lisez les écrits, enfin, les stratégies de Scipion, d'Hannibal, les grands stratèges généraux de l'époque de Carthage, l'actuelle Tunisie. Ils vous diront tous que l'armée a besoin d'un peuple derrière lui. Et au plus haut niveau de ces représentants qui sont ces politiciens. Et c'est ça, il faut avoir une intelligence supérieure pour comprendre cette proposition. L'effet mental dans une guerre, l'effet psychologique, le fait que c'est comme ça que vous voyez un boxeur avant d'entrer sur le ring, il fait tout ça, il gesticule, il intimide l'autre parce qu'il veut l'emporter sur les plans mentaux. Et ça, c'est pas une intelligence qui est à la portée de tout le monde. Voilà pourquoi certains n'ont pas compris. Ils ont dit qu'il fallait demander un emploi. Fayoulou n'a pas besoin d'un emploi. Et Fayoulou avait pris les soins de dire... aussi comment le PPRD, le secrétaire général du PPRD, qui a dit que c'était pour le poste, les dialogues n'étaient pas importants, tout ça. Voilà. Non, secrétaire du PPRD, je comprends le PPRD, je ne le condamne pas encore une fois. Le PPRD a donné aussi sa réponse. Le PPRD n'a pas dit non au dialogue. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Nous étions avec le PPRD chez Monsieur Lacroix, le sous-secrétaire des Nations Unies qui est venu ici. Le PPRD a dit qu'il ne voit pas d'inconvénient au dialogue. Mais pour eux, on ne peut pas dialoguer à Kinshasa entre nous Congolais ici, entre nous politiciens congolais, parce qu'ils prétendent qu'il n'y aurait rien. Mais ils disent que si dialogue il y a, c'est avec le M23 que Félix doit dialoguer. C'est-à-dire, il a dit à la sortie de cette rencontre avec Jean-Pierre Lacroix. La question qu'on se pose, pourquoi ils pensent que nous, Congolais, on ne peut pas dialoguer entre nous ici à Kinshasa? Mais ils disent à Félix qu'il a dialogué avec le M23 et Nanga. Et c'est là où les suspicions commencent. Mais il faut comprendre le PPRD.
Non, le dialogue va non seulement mettre fin à la guerre, mais le dialogue va préparer la voie pour des élections démocratiques en 2028. Oh, il s'est fait que le PPRD n'a pas un leader, n'a pas un challenger viable, compétitif et gagnant. C'est la vérité. Aujourd'hui, s'il y a élection présidentielle, parce qu'ils disent... Joseph Kabila? Non. Joseph Kabila, vous avez suivi Lambert Mende de Sitop Congo avec votre frère, votre confrère Thierry Kambundi, un journaliste qui l'a poussé dans ses derniers retranchements. Mende vous a dit quoi? Joseph Kabila n'a plus le goût de la politique. Il ne tient même plus de réunions avec le FCC. Tous ceux qui viennent parler au nom du FCC sont en réalité des gens qui cherchent un moyen de survie politique. Ils doivent prendre leur temps pour se créer un leader. Kabila, excusez-moi de vous dire, c'est un monsieur malin, mais qui comprend les choses très facilement, contrairement à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Kabila a compris qu'il a fait son temps. Comme disent les Camerounais, il faut savoir quitter la chose avant que la chose ne vous quitte. Oui. Donc Kabila a compris qu'il a fait son temps et que maintenant c'est le temps d'épingler avec l'intelligence qu'ils ont pour développer le pays. Et Kabila, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que son patrimoine financier, son patrimoine immobilier et tout ça soit rassuré, qu'il soit rassuré que personne ne touchera à ça. C'est tout simplement ce qu'il veut. Donc Kabila ne tient plus de réunions. Tout ce que, donc, les PPRD, les FCC ont compris que s'il y a élection, s'il y a dialogue, au dialogue, on va parler aussi de la question de comment arrêter les fraudes électorales. Parce que ça frustre les gens et ça peut amener des guerres. Et s'il y a cette question-là, 2028, il y aura de bonnes élections. Et s'il y a de bonnes élections, Fayulu va les gagner. Et Peng va les gagner. Le PPRD, les FCC n'ont pas un candidat compétitif et gagnant. Alors, s'il y a démocratie au Congo, s'il y a de bonnes élections, le PPRD n'a pas intérêt parce qu'il n'aura pas un candidat viable. Alors, maintenant, apparemment, il serait un peu dans la logique du pire. Et comme ils sont des pécheurs à nos troubles, ils pensent que, vous voyez, le Big Bang, du désordre va naître l'ordre. Les plus petits atomes. Donc, ils sont dans cette logique-là, apparemment, qu'il y a un chaos. Et peut-être qu'ils trouveront des solutions parce que peut-être qu'ils ont des cellules dormantes quelque part qui peuvent réveiller. Mais nous ne sommes pas dans cette logique-là. Pour nous, c'est la démocratie. Peu importe comment les choses se sont passées, nous croyons à la démocratie. Et pour nous, la voie du dialogue, c'est aussi la voie de la démocratie. Mais pas pour partager les postes, parce que nous avions dit, ça ne nous intéresse pas. À faire forage et lampadaire, Nicolas Kazadi, François Roubota et Guy Mikoulou ont été interdits de quitter le pays. Est-ce déjà, selon vous, un indice qu'ils seraient coupables dans cette affaire? Parce que nous venons d'apprendre que le procureur général a écrit à l'Assemblée nationale pour demander la levée de l'immunité parlementaire de Nicolas Kazadi, consort. Bon, madame, moi je suis content dans ce qui est qu'il a les réquisitoires du ministère public, pas du ministère public, du parquet, je peux dire ministère du parquet, qui est le maître de l'action publique, via les PG Vendée, que je remercie pour une fois de m'avoir entendu moi Bouya. Il m'a entendu. Parce que dans ce dossier, il y avait beaucoup trop de monologues. Il y avait un seul son de cloche venant de l'IGF, qui vous disait qu'il y a une personne qui a détourné. Mais moi, quand je suis rentré, j'ai pris parole dans l'opinion. J'ai relancé les vrais débats en disant non. Il y a deux poids, deux mesures dans ce dossier. Il y a fixation sur une personne des ministères. C'est le ministère des Finances. Je suis d'accord que s'il y a détournement, il faut que M. Nicolas Kazadi réponde de ses responsabilités. Mais là où j'étais contre, c'était les discours des communicateurs, robots communicateurs, parleurs de l'IGF. Excusez-moi pour le terme. Comme des femmes enceintes à qui on met des mots dans la bouche sans pour autant réfléchir, viennent baver sur les plateaux. Moi, je disais dans mon débat, avec plusieurs, en confrontant avec plusieurs confrères, il faut, pourquoi vous êtes en train d'extirper les ministres du développement rural dans ces débats? Parce que c'est lui le maître d'ouvrage. C'est lui qui exécute les travaux. C'est lui le porteur du projet. C'est lui qui a porté les projets jusqu'à la DGCMP, jusqu'à obtenir l'avis des non-objections à la DGCMP, malgré cette surfacturation-là. Les ministères des Finances n'a agi qu'à naval en ce qui concerne au titre des décaissements de l'argent.
mais n'est pas porteur du projet. Même s'il fallait même avoir un second avenant, ça n'est pas devenu du ministère des Finances, bel et bien auprès du porteur du projet, même s'il y avait que les prix avaient été revus à la baisse, après observation et annotation du ministre des Finances, qui était le premier à découvrir la surfacturation, qui a même demandé au ministre du Développement rural de quitter de 300 000 à 200 000 pour un puits. Mais hélas, malheureusement, l'IGF, dans sa communication, via ses robots communicants, ses parleurs, ses aboyeurs, ont exclu le ministre du Développement rural qui est porteur du projet, M. François Robota. Ils ont exclu la démarche la DGCMP, qui a participé à l'élaboration du projet jusqu'à donner l'avis de non-objection. Les gens sont venus venir, j'ai relancé ces débats. Dieu merci, les PJ de la cassation m'a écouté, M. Firmin Vondé, je trouve que c'est quelqu'un d'intelligent. Et je lui dis merci pour son honnêteté. Je pense que je vais le rencontrer pour lui dire, monsieur, vous travaillez, vous aidez la République. Pas comme l'IGF, par ses communicateurs, on fait du fixisme sur une personne. Je suis prêt à rencontrer M. Vondé pour lui dire... Donc selon vous, c'est une fixation sur Nicolas Cazadi. C'était une fixation. Maintenant, quand les parquets, la justice, l'IGF et ses inspecteurs ne sont pas des magistrats. Ils ne peuvent pas vous déceler des faits infractionnels. Cela revient aux magistrats. Un OPJ, c'est peut-être un officier de justice avec des compétences, des pouvoirs à caractère restreint. Il ne peut pas vous déceler des faits infractionnels. Mais moi, Bouya, je suis pour une fois d'accord avec M. Firmin Vondé, le PG à la cassation, qui m'a écouté, qui a dit ces garçons ont raison. J'ai mis dans ma réquisition aussi le ministère du Développement rural. Pourquoi l'IGF omettait ces ministères-là, faisait que du fixisme sur une seule personne? C'est là où j'ai dit, madame, je m'empresse de rencontrer M. Firmin Vondé pour lui dire, non, on ne peut pas rencontrer M. Alinguete parce que M. Alinguete et l'IGF ont pour la plupart de leur communication induit l'opinion en erreur. Changement ou révision de la Constitution, on en parle ce soir avec mon invité du jour. Il s'agit de Maître Kabengela Ilunga. Bonsoir, bienvenue. On ne vous présente plus, hein, vous êtes un habitué des congrès de télévision. Merci beaucoup, Madame Nicole. Comment vous allez? Bien, et vous-même, merci de l'invitation pour débattre de la question de l'heure. La question de l'heure, voilà. Alors, vous avez suivi les discours du chef de l'État à Lubumbashi. Hein, il confirme qu'il va changer la Constitution. Et tout de suite après, Délice Sanga a réagi à travers un message. Délice Sanga dit avoir suivi le discours du chef de l'État à Kisangani et Lubumbashi. Il estime que Félix Tshisekedi utilise les mensonges et les menaces pour justifier le changement de la Constitution. Y aurait-il menace? Je ne pense pas qu'il y aurait menace. Délice Sanga doit savoir que dans le discours du président de la République, il ne découvre pas des menaces. Il se réfère au contraire à l'émission que j'ai tournée avec M. Mamba pour déceler qu'il y aurait menace. Indiquer ceux qui s'opposent à la révision constitutionnelle qu'ils doivent faire attention parce qu'il existe dans notre code pénal l'article 135 bis qui punit tout ce qui provoque directement la désobéissance à la loi. La désobéissance à la loi, c'est dire à quelqu'un ou à un groupe d'individus de faire ombrage, de faire obstacle à l'exécution de la loi. Dans l'espèce, la Constitution prévoit, à travers ses articles 218 à 220, la possibilité de la révision. Et si le chef de l'État, avec une frange importante de la population congolaise, entame la procédure de révision constitutionnelle, je ne pense pas qu'il ait du droit de l'opposition, de la société civile ou de l'Église catholique de faire obstacle à ce processus. Le faire des marches alors que la procédure de révision doit être menée conformément à la loi
Il s'agit là purement et simplement de la provocation directe à la désobéissance à la loi. Et ces gens-là peuvent être rattrapés par les prescrits de l'article 135 bis du Code pénal de notre pays. Il ne s'agit pas de menace. Il ne s'agit pas de menace. Mais là, vous parlez de la révision de la Constitution, mais le chef de l'État parle du changement. Le chef de l'État et sa famille politique tiennent mordicus au changement de la Constitution. Si vous l'avez bien Kisangani, il a confirmé, il y a Lumbashi également. Il y a dans le changement, changement des constitutions, ça veut dire qu'on met à zéro la Constitution. On met à zéro. Mais changement dans la Constitution, ou modification de la Constitution, ou révision de la Constitution. Donc il y a une différence. Changement dans la Constitution. Cela doit se mener, le changement doit se mener conformément aux lois établies, notamment aux dispositions constitutionnelles. Alors que changement de Constitution, ce qui est différent de la modification du changement dans la Constitution. Donc le chef de l'État a parlé de la révision parce qu'il a dit qu'on doit même la loi sera adoptée. Or, qui dit loi, ça veut dire qu'il y aura une procédure qui sera menée via, par exemple, le Parlement. Il peut y avoir la pétition. Et lorsqu'on consulte le peuple sur une question importante, je ne vois pas comment on peut imputer au chef de l'État de vouloir changer de constitution. On peut changer dans la Constitution, on peut modifier la Constitution, on peut réviser la Constitution. Cela est permis par la Constitution actuelle. À l'UDPS, on parle d'honorer le testament d'Étienne Tshisekedi. Mais moi, je trouve que le premier testament d'Étienne Tshisekedi qui doit être respecté, c'est le peuple d'abord, les sociales et non la Constitution. Non, c'est pas maman, parce que batubacha batuna confusion te, parce que nazo kaba argument en amingi. O ya ko bisayo que il y a pas de lien entre la Constitution et les vécus quotidiens. Aza lokuta. Aza lokuta, pardon. Mobeko mokonzi. Ça veut dire que mibeko nyonso ebimaka na Congo. Eza na racine nango, c'est ça la Constitution. Moi, je l'ai toujours dit que notre génération, c'est la génération la plus dangereuse que le Congo n'a jamais connue. Parce que notre génération, il y a même des jeunes qui se proposent à la corruption. Aujourd'hui, la corruption, c'est à tout le niveau. Vous allez voir agent SNEL à Yepouakat au courant parce que tu ne payes pas, tu payes pas tes factures. Mais au PCA 5 000 pour Kataté, c'est de la corruption. Donc à tous les niveaux, nous participons à construire ces mots qui rogent notre République. Le roulage ici, quelqu'un qui viole le code de la route, mais il a quand même le kilo de données. 10 000 ou 5 000 francs à un policier de circulation routière et les policiers les laissent continuer à violer le code de la route, c'est la corruption. Mais comment faire? On ne va pas les changer comme ça parce que même les dignitaires... Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à la situation? Mais justement, raison pour laquelle, quand nous parlons de la révolution, ça aussi, ça fait partie de la révolution. Ça aussi, ça fait partie de la révolution. Montrons aux jeunes que ça, c'est une mauvaise chose. Ça, c'est ce qui nous met... C'est ce qui ne permet pas à notre pays d'aller de l'avant. Mais le premier corrompu de nous tous, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Il ne peut pas décrire quelque chose que lui-même a institué en mode de gestion. Pourquoi je l'ai dit? D'abord, sans toucher aux caisses de l'État, il est président par corruption. Il est président par corruption. La corruption, ce n'est pas aller toucher, ce n'est pas... La corruption, on ne doit pas résumer la corruption en termes de monnaie. Tshisekedi est présent par corruption. Mais ce n'est pas Tshisekedi qui pousse les jeunes. Non, je prends d'abord lui qui devait implémenter un système, qui devait impulser le peuple à éviter la corruption. Il est le premier. C'est votre travail aussi. Vous êtes jeune, vous venez de créer une structure là, mouvement. Ça se repose sur quoi? Nous allons travailler sur ça. Apprendre aux jeunes aussi des valeurs. Des valeurs, c'est aussi... des valeurs morales, sociétales, civiques. Nous allons le faire. D'ailleurs, c'est le rôle des partis politiques aussi quand vous lisez la loi sur les partis politiques. Combien de partis? Il y a plusieurs partis politiques. Combien de partis organisent même des séminaires ou conférences sur ces 3 points? 0. Parce qu'on résume la corruption qui est par la corruption monétaire, où on peut prendre l'argent, donner les exemples que nous venons de donner ici. Mais
Être président sans légalité, c'est aussi une corruption. C'est aussi une corruption. Écoute, on ne parle pas de Félix Tshisekedi. Non, ça dit d'une manière générale. Mais d'une manière générale. C'est partout à travers le monde parce que c'est une journée mondiale. Il y a quelqu'un. Moi, je parle de notre pays. Oui. Il y a un individu qu'on a donné le pouvoir pour mettre fin à tous ces systèmes. Alors que lui-même a accepté d'être là par le même système. Donc c'est comme un enseignant corrompu, même si vous l'envoyez enseigner à Oxford, il ne va pas bien enseigner parce que la fraude corrompt. Mais qu'est-ce que vous proposez alors en tant que jeune pour comment remédier à ces fléaux qui est la corruption, la meilleure façon, les détournements. D'ailleurs, il y a le procès affaire Lampadaire aujourd'hui qui a repris et Nicolas Kazadi est là va comparaître comme renseignant. Bon. Voyez-vous d'ailleurs que Nicolas Kazadi est en train de comparaître comme renseignant. L'homme le plus cité dans cette affaire, il devient renseignant. La justice est en train de faire son travail, et si la justice l'a innocenté, mais bon. Non, moi j'avais dit, on ne pouvait pas innocenter Nicolas Kazadi. Pourquoi? Parce qu'il avait pris les devants dans cette affaire. La justice se base sur une preuve. Il avait même exprimé la preuve, moi je peux la donner. Je peux donner une preuve. Cette affaire, je prends les cas, les dossiers forage. Le projet initial prévoyait 1 000 $, 8 000 $ par forage. Le projet étudié et initié par Viguet Chimanga. Comment avons-nous quitté de 8 000 à 297 000 $? Est-ce que lorsque Viguet Chimanga et son équipe préparaient ces projets, il n'y avait pas d'études de faisabilité? Ils n'avaient pas contacté les constructeurs pour avoir le prix? Donc, il y a eu volonté de détourner. Alors, ça s'appelle participation criminelle. C'est lui qui a décaissé. C'est lui qui a exécuté. C'est lui qui a poussé à l'exécution ou au décaissement. Ils sont tous co-accusés. Il n'y a ni renseignants, ni témoins. Tous sont dans la participation criminelle. Mais la justice congolaise, elle est ce qu'elle est. Que voulez-vous qu'on fasse? Raison d'ailleurs pour laquelle, dans des cas comme ça, si le peuple était conscient, nous étions dans une session participative. C'était au peuple de se prendre en charge. Et la situation sécuritaire, c'est pas seulement dans l'est du pays, même ici à Kinshasa aussi. À Mwanda, l'insécurité, moi j'étais à Mwanda dernièrement, à Matadi, en tout cas, l'insécurité bat son plein. Donc je ne sais pas comment... Il y a l'électricité là-bas, madame? Il n'y a pas d'électricité. Pardon? À Mwanda, il n'y a pas d'électricité. Il y a un sérieux problème d'électricité. Voilà, c'est vrai que... Vous voulez dire que le chef de l'État avait promis qu'on accompagne. Quand vous dites chef de l'État, vous faites allusion à quoi? Madame, comment pouvez-vous accepter qu'il y ait un menteur à la tête du pays? On a dit aux gens, d'abord je tiens à rappeler que l'État a mis à la disposition de Mwanda 192 millions de $ pour construire une centrale électrique à base de gaz lors du programme 100 jours. 192 millions de $. Je tiens à vous rappeler, Félix Tshisekedi a promis lors de la campagne que le 20 décembre, il y aurait l'électricité. 8 mois après, 9 mois après, vous me dites ici devant tout le monde qu'il n'y a pas d'électricité là-bas. J'étais là, moi j'étais là. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas d'électricité? Donc il a menti alors. Je suis journaliste quand même, je suis allé faire un constat là-bas. J'étais invité par rapport à la situation sécuritaire à Matadi et à Mwanda en tout cas. La population s'est plainte. Donc les dirigeants, les autorités doivent faire quelque chose. Voilà. Alors parlons un peu de l'arrestation de cette Kikouni. Kikouni a été transféré à Makala après plusieurs semaines de détention à l'ANR. Aujourd'hui, il est transféré. D'ailleurs, l'opposition avait organisé un sit-in devant le palais de justice. Vous étiez présent d'ailleurs, et les images. Je ne sais pas si la régie peut nous aider avec les images. Voilà. Est-ce que vous avez obtenu gain de cause parce que vous avez demandé la libération des prisonniers politiques et puis vous avez dénoncé aussi la répression? Bon, en tout cas, c'est que vrai, le mémo n'a pas été déposé ces jours-là. Mais vous avez remis, j'ai vu à d'autres... Ça, c'est juste une copie. Ah, c'était une copie. Oui, notre mémo n'était pas adressé à M. Constant Moutamba. Ah, d'accord. Nous avons déposé effectivement le mémo le lendemain. Et puis, Constant Moutamba, en tant qu'ancien activiste, il s'est saisi
d'office de ces dossiers, il est venu répondre parce que nous étions là en train de manifester devant le palais de justice et non devant le ministère. Non, c'était le palais de justice. Le palais de justice. Oui. Nous avons manifesté en tant qu'ancien activiste parce que même s'il est kabilo, tshisekediste, mais il reste quand même congolais. Oui. Nous avons lancé l'invitation. Il est de l'opposition. Non, il n'est pas de l'opposition. On ne peut pas être du gouvernement, être de l'opposition, maman. Oh. Pas possible. Il a répondu à l'invitation. Oui. Parce qu'en lui, il y a ces réflexes-là. Il a répondu parce que nous avons invité tout le Congolais. Oui. Si Félix Tshisekedi était au pays, il allait aussi venir manifester. Il est venu manifester et pendant qu'il manifestait, certains, pas moi, certains lui ont rappelé qu'il était activiste, tout ça. Ils lui ont donné une copie qui était destinée à la lecture. Il a le document. Premier réflexe, il a réagi sur un dossier. Il s'est saisi d'office du dossier Jacques Ndala. Ça, c'est déjà un bon signe. Ça, c'est à son niveau. Mais tout ce que nous avons dit, ça ne dépend pas de lui. Parce que la question dont on fait mention dans les mémos, c'était d'abord par rapport au comportement de Félix Tshisekedi et des services. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi utilise à sa guise les services pour traquer les opposants et le membre de la société civile. Et donc, c'est au gouvernement de trancher sur cette question et nous avons appris par la suite qu'ils auraient transféré Jacques Ndala au niveau de la prison, au niveau de la prison. Nous constatons que ces gens-là n'ont aucun respect. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche à cette Kikouni? Non, mais je ne sais pas, par rapport à toutes les arrestations, selon vous, la démocratie serait-elle en péril sous Fathi? Non, mais Félix Tshisekedi ne veut pas être démocrate, c'est un fathiste. Le fathisme, c'est le mixage entre le moboutisme et le kabylisme pour créer le fathisme. C'est-à-dire qu'il est pire que Mobutu, il est pire que Kabila. À l'entrée de cette université, vous trouvez une plaque. La voie du dialogue, c'est aussi la voie de la démocratie. Mais pas pour partager les postes, parce que nous avions dit, ça ne nous intéresse pas. Parce que notre génération, il y a même des jeunes qui se proposent à la corruption.